Et si la plus grande victoire du Burkina Faso s'était jouée dans le silence d'une nuit, sans panique, sans char d'assaut, sans chaos visible? Imaginez, la nuit du 3 janvier, tout était réglé au millimètre. Pas un cri, pas une détonation, juste une opération froide et chirurgicale, pensée pour effacer un pays en quelques minutes, dans une obscurité totale. Pour bien comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué, il faut se figurer la ville de Ouagadougou endormie, les rues désertes, les lampadaires allumés mais sans âme qui vive. C'est dans ce décor presque irréel que se sont entrecroisées des trajectoires individuelles. Certains, dans des postes stratégiques, attendaient un signal. D'autres, dans les quartiers populaires, rêvaient d'un lendemain paisible, ignorant que leur destin se décidait à quelques rues de là. Il ne s'agissait pas d'une mutinerie improvisée, ni d'un coup de force spectaculaire. C'était une partition d'une précision implacable, conçue pour rendre le résultat indiscutable dès l'aube. La stratégie, neutraliser les têtes, aveugler le système, puis ouvrir la voie à des pressions extérieures, sans laisser la moindre trace de désordre apparent. Si l'on compare ce plan avec d'autres épisodes de l'histoire africaine, on pense par exemple au coup d'État de 1963 au Togo, ou encore à la chute de Thomas Sankara en 1987. Là aussi, tout devait se jouer en une poignée de minutes, avec la volonté de ne laisser aucune chance à la résistance. Mais ici, la subtilité du plan reposait sur l'effacement total. Pas de bruit, pas de spectacle, seulement l'efficacité redoutable d'une main invisible. Mais ce plan, écrit comme une fatalité, a échoué là où tout semblait inévitable. L'opération s'est brisée net, révélant dans le silence la force d'une résistance invisible. Ce revers n'était pas dû au hasard, ni à une simple faiblesse logistique. C'était l'anticipation méthodique d'un État déterminé à ne pas disparaître. En remontant le fil de l'histoire, on retrouve ce même refus lors de la tentative de putsch contre le général de Gaulle en France en 1961. La clé du succès fut l'anticipation, la préparation discrète, la maîtrise de l'information. Au Burkina Faso, le scénario s'est aussi joué sur le fil d'une vigilance extrême, d'une capacité à lire entre les lignes, à détecter l'invisible. Au cœur de ce refus, une figure a émergé, Ibrahim Traoré. Pas une simple icône médiatique, mais le pivot d'un équilibre fragile. Sa présence, sa posture, ont incarné la volonté de tenir la ligne, coûte que coûte, face à l'effondrement annoncé. Imaginez la pression. Des rumeurs circulaient, les réseaux sociaux bruissaient de spéculations, et pourtant, Traoré est resté impassible. À la différence de nombreux dirigeants africains, souvent isolés ou fuyant lors des crises, il a choisi la visibilité maîtrisée, multipliant les apparitions sobres, contrôlées, pour rassurer la population et envoyer un signal clair aux conspirateurs. Cette nuit-là, le Burkina Faso a frôlé la perte de tout: la souveraineté nationale, la stabilité régionale et la dignité collective de son peuple. Bien plus qu'un changement de pouvoir, c'est l'indépendance réelle, la réputation et la confiance d'un pays tout entier qui ont vacillé. Il suffit de se souvenir du Libéria des années 90, où la perte de contrôle a entraîné des décennies de guerre civile, ou de la Côte d'Ivoire en 2002, où l'effondrement de l'État a précipité l'intervention étrangère. Le Burkina Faso a évité de justesse ce basculement fatal. Le matin du 4 janvier n'a connu ni chaos, ni crise, ni rupture. Cette absence même de désordre a signé une victoire silencieuse, mais décisive. Pourtant, derrière ce calme, une question obsède. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Comment le Burkina Faso a-t-il déjoué une mécanique de déstabilisation si savamment orchestrée? Pour comprendre ce retournement, il faut remonter aux heures qui ont précédé l'opération. Derrière chaque décision, une lutte d'influence et de stratégie s'est jouée dans l'ombre. Les coups d'État modernes suivent-ils encore la vieille partition? Étonnamment, la réponse est affirmative. De l'Amérique latine des années 50 aux printemps arabes du début du XXIe siècle, la mécanique est d'une constance effrayante. Derrière la brume des discours et des prétextes, une méthode éprouvée persiste, patiemment perfectionnée au fil des décennies. La mécanique du renversement ne varie guère. Frapper la tête, paralyser les défenses, puis exploiter la confusion. De Paris à Ouagadougou,
la séquence demeure universelle. La nuit du 3 janvier, le Burkina Faso devait s'effacer discrètement des radars mondiaux. Pas d'explosion, pas de tumulte, juste le silence précis d'un plan ciselé, exécuté à la perfection. Le scénario ? 3 actes, tous inspirés des recettes ayant fait tomber des dizaines de régimes ailleurs. Première phase, viser la tête. Il s'agit de neutraliser la direction politique et militaire. Le chef d'État Ibrahim Traoré en cible prioritaire. Couper la tête, c'est désarticuler l'État, briser l'élan et semer un doute mortel. Sans cap, la nation chancelle, la peur s'insinue. Prenons un exemple historique. Lors du coup d'État chilien contre Salvador Allende, en 1973, la neutralisation du président a précipité l'effondrement de la résistance. De même, en Afrique, la disparition brutale de Patrice Lumumba au Congo a laissé un vide stratégique, rapidement comblé par des acteurs extérieurs. Vient ensuite la deuxième phase, plus discrète mais tout aussi cruciale, aveugler l'État. Ici, la neutralisation des drones joue un rôle central. Ces appareils ne sont plus de simples gadgets, ils incarnent la vigilance et la réaction rapide du pays. Les rendre inopérants, même brièvement, revient à priver la nation de ses yeux, à ouvrir une brèche dans laquelle la panique s'engouffre et où toute riposte structurée devient impossible. C'est un schéma que l'on retrouve dans la guerre moderne. Souvenez-vous des frappes israéliennes sur les radars égyptiens en juin 1967, lors de la guerre des 6 jours. Priver l'ennemi de ses capacités de surveillance, c'est l'empêcher d'anticiper l'attaque et de coordonner ses défenses. Au Burkina Faso, la menace était la même. Rendre aveugle, désorienter, créer le doute. La troisième phase capitalise sur ce chaos. Il ne s'agit pas d'envahir, mais de manœuvrer dans l'ombre. Pressions extérieures, soutien occulte, intervention diplomatique ou logistique, tout est pensé pour accélérer l'effondrement sans s'exposer. En Afrique, presque aucun coup d'État n'est entièrement local. Chaque tentative s'inscrit dans un jeu d'équilibres régionaux ou mondiaux, où l'invisible pèse lourd. Un exemple frappant fut la crise malienne de 2012. Derrière les putschistes, se sont rapidement profilés des intérêts étrangers, des flux financiers transitant par des pays voisins, des appuis logistiques venus de zones grises du Sahel. Le Burkina Faso aurait pu devenir la pièce suivante de ce domino régional. Ainsi, le plan du 3 janvier n'est ni improvisé, ni le fruit d'une simple colère. Il s'aligne sur une logique globale, héritée de décennies d'ingérence et de manipulation. Méconnaître cette dynamique, c'est s'exposer à voir l'histoire bégayer et perdre à chaque fois un fragment de souveraineté. L'enjeu dépasse la survie immédiate. Reconnaître et déjouer ces schémas conditionne la véritable indépendance d'un État. Cela façonne sa réputation, la confiance de ses citoyens, l'équilibre régional. Ignorer ce manuel clandestin, c'est risquer l'effondrement, l'isolement et la perte du contrôle sur son avenir. Mais cette fois, le schéma n'a pas fonctionné comme prévu. L'échec du coup d'État du 3 janvier révèle une transformation profonde, encore méconnue, du pouvoir au Burkina Faso. Ce n'est pas la force brute, mais l'art de prévoir qui a tout bouleversé. Cette fois, ce n'est pas une intervention désespérée qui a sauvé le pays, mais une surveillance patiente, presque silencieuse, du plan en train de naître. L'État a choisi d'attendre, de laisser le réseau se dessiner dans la durée, préférant comprendre chaque repli, chaque faille, avant d'agir. Concrètement, cela s'est traduit par la mise en place de cellules de veille dans plusieurs ministères clés, la surveillance accrue des communications et la multiplication de réunions discrètes avec des partenaires régionaux. Les responsables de la sécurité ont joué la montre, notant chaque mouvement suspect, chaque tentative de contact anormal, jusqu'à tisser une cartographie précise des acteurs impliqués. Au lieu de foncer tête baissée, ceux qui détenaient le pouvoir ont observé, minutieusement, chaque lien, chaque message, chaque serment échangé. Ce temps donné à l'ombre a révélé bien plus que de simples exécutants. Il a fait remonter à la surface les cerveaux, les bailleurs, et même les appuis invisibles venus d'ailleurs. La patience est devenue une arme, une façon d'imposer sa propre cadence. Mais le vrai tournant n'est pas venu de l'extérieur. C'est au cœur du complot que la rupture s'est produite.
La défiance a infiltré le groupe, minant la solidarité fragile entre conjurés. Un regard fuyant, une parole mal placée, une promesse oubliée, et la machine s'est déréglée. L'opération n'a pas éclaté dans le chaos. Elle s'est effondrée, rongée par ses propres fractures. Pour illustrer, souvenons-nous de la tentative avortée de putsch en Turquie en 2016. Là aussi, des dissensions internes et des fuites d'informations ont précipité la chute des conjurés. Au Burkina Faso, des signaux faibles, des conversations interceptées, des déplacements inhabituels ont permis de détecter ces fissures et d'agir au moment opportun. Ce choix de contenir, plutôt que d'écraser, a redonné à l'État l'initiative. Il a pu choisir le moment, la méthode et même le récit de la révélation. Pas de démonstration tapageuse, pas de chasse aux sorcières, mais une annonce calculée, froide, destinée à dissuader sans dévoiler tous les secrets du système. En pratique, cela s'est traduit par la publication d'un communiqué officiel sobre, listant les personnes arrêtées, précisant l'échec du complot, mais évitant toute stigmatisation publique. L'objectif était simple, rassurer sans humilier, contenir sans provoquer. Le communiqué officiel a gardé un ton sec, précis, presque chirurgical. Pas de superlatifs, ni de triomphalisme. Juste des faits, des identités, une chronologie sans fioritures. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une leçon. L'État maîtrise non seulement les événements, mais aussi leur histoire. À ce stade, le plus grand danger aurait été de perdre la maîtrise de l'information. Une fuite, une rumeur, et la peur aurait pu renaître, menaçant la confiance fragile des citoyens et la stabilité régionale déjà sous tension. Pour éviter cet écueil, les autorités ont misé sur la transparence contrôlée, points de presse réguliers, démenti rapide des fausses nouvelles et mobilisation des leaders d'opinion pour relayer une parole officielle apaisée. Si le calme a prévalu, c'est le fruit d'une stratégie lucide. Cette maturité institutionnelle redéfinit désormais les règles du pouvoir au Burkina Faso. Mais derrière cette victoire silencieuse, une question inquiète demeure. Si le coup a implosé de l'intérieur, qui, dans l'ombre, a orchestré la fissure, et pourquoi? Mais les réponses n'émergent pas immédiatement. L'incertitude se propage, et déjà, d'autres regards s'aiguisent dans l'ombre. Derrière chaque tentative de déstabilisation, il ne s'agit pas d'un simple visage tapi dans l'ombre. C'est tout un édifice invisible, une toile serrée de connexions où chaque fil relie des ambitions, des rancœurs, des intérêts. Un coup d'État n'émane jamais d'un héros solitaire, ni d'une main inconnue agissant seule. C'est l'œuvre d'un réseau, militaire, civil, intermédiaire, financier. Tous synchronisés, chacun dépendant d'une chaîne de confiance absolue, où le secret est la première arme. Prenons l'exemple du coup d'État du Nigeria en 1966. Derrière le général Ironsi, une multitude d'acteurs, de sponsors, de lobbyistes, chacun jouant sa partition. L'histoire regorge de ces réseaux où la loyauté est aussi fragile que l'ambition est forte. Cette confiance fait la force du réseau clandestin. Mais c'est aussi sa fragilité mortelle. Il suffit qu'un seul maillon vacille, qu'un soupçon perce, et la mécanique interne s'effondre, brutale et silencieuse. Dans le dossier burkinabé, la Côte d'Ivoire n'a pas été pointée coupable. Pourtant, son rôle d'espace relais, logistique, financier, a été souligné. Les flux ignorent les frontières et l'économie souterraine de la subversion s'appuie toujours sur des points d'ancrage régionaux. Ce n'est donc pas seulement une question interne au Burkina Faso. Il s'agit d'une stratégie régionale. Contenir toute soudaine déflagration, préserver la prévisibilité, éviter la propagation de l'instabilité. Maintenir le statu quo, empêcher qu'un élan de rupture ne se diffuse comme un incendie à travers l'Afrique de l'Ouest. On se souvient du rôle du Ghana dans la crise togolaise ou du Sénégal lors de la guerre en Casamance. Les frontières africaines sont poreuses. Un coup d'État ici peut avoir des répercussions dévastatrices à des centaines de kilomètres. En révélant publiquement l'existence de la chaîne de déstabilisation, le Burkina Faso rebat les cartes. Il lance un avertissement. Désormais, les réseaux ne sont plus invulnérables. Le risque s'accroît, les règles changent.
l'audace de l'exposition bouleverse la donne. Mais le péril demeure immense. Tant que ces réseaux transnationaux persistent dans l'ombre, l'ingérence reste vivace, la souveraineté précaire, et l'État vulnérable face à des adversaires sans visage. Dès lors, la question devient aiguë. Mettre à nu ces réseaux, c'est regagner la maîtrise. Fermer les yeux, c'est accepter de s'enfermer dans une spirale sans fin de manipulation et de menaces. Pourtant, la simple révélation ne suffit pas. Encore faut-il que l'État transforme cette lucidité en force concrète, et que la société sache reconnaître le prix de sa propre vigilance. La stabilité d'un État ne repose ni sur la force brute, ni sur le hasard. Elle naît d'une maturité collective, forgée par ses institutions, son armée et sa société civile. Au centre de cette maturité, l'armée burkinabé a joué un rôle décisif. Non pas en imposant la force, mais en faisant preuve d'une discipline sans faille, d'une cohérence interne et d'un engagement inébranlable envers un projet national. Loin de défendre des intérêts particuliers, elle s'est engagée à servir la trajectoire collective, refusant d'être l'instrument d'ambition privée. Pour illustrer, souvenons-nous de l'effondrement de l'armée irakienne en 2003, minée par les divisions internes et la perte de confiance. Au contraire, l'armée burkinabé a tenu bon, démontrant que la cohésion est le meilleur rempart contre le chaos. Dans la société, aucun vent de panique, aucune ruée vers la rumeur. La vigilance s'est imposée. Les citoyens ont résisté à la tentation de propager la peur, de diffuser la désinformation ou de devenir les relais de manipulation. Ce calme n'est pas de l'indifférence, mais la manifestation d'une conscience partagée. Préserver le bien commun est l'affaire de tous. À titre d'exemple, lors de la crise électorale ivoirienne de 2010, la diffusion de rumeurs a attisé la violence. Au Burkina Faso, à l'inverse, les associations, les leaders religieux et les médias ont joué la carte de la retenue et de la pédagogie, contribuant à apaiser les esprits. Au sommet, le leadership d'Ibrahim Traoré incarne une souveraineté renouvelée. Il ne s'agit pas d'un culte du chef, ni d'un consensus forcé. Ici, le dirigeant s'affirme garant de l'État, sans étouffer la société. Traoré a su éviter la fracture entre pouvoir et population, renforçant ainsi la légitimité du projet national. La clé, c'est une continuité patiente. Ce n'est pas la victoire éclatante qui fait la une, mais une résistance silencieuse et résiliente. Chaque institution, chaque citoyen a tenu sa place pour préserver la chaîne de confiance. Là où ailleurs un simple flottement aurait pu déclencher le chaos, ici la cohésion a tenu bon. Aujourd'hui, la sécurité n'est plus l'apanage de cercles fermés. Elle se partage, elle circule, elle s'incarne dans une vigilance diffuse qui relie l'État et la société. La prévention prend le pas sur la réaction. L'anticipation devient la nouvelle norme. Oublier cette leçon, c'est s'exposer à revoir les mêmes crises se répéter, à perdre la confiance, à affaiblir la souveraineté. La lucidité collective reste la condition d'une stabilité durable. Mais cette maturité ne s'est pas construite en un jour. Elle résulte d'une longue accumulation d'expériences, d'échecs et de défis surmontés. L'histoire ici ne s'écrit pas à l'encre de la victoire, mais au fil ténu de la survie. Ce n'est rien d'anodin. C'est une rupture. Ce qui s'est joué au Burkina Faso, lors de cette nuit de janvier, dépasse le récit usé des coups d'État africains. Il ne s'agit pas d'un échec de plus, mais d'une démonstration rare. Qu'un État peut refuser la fatalité, non pas par hasard, mais par lucidité, par une discipline tenace et une intelligence aiguë des rouages du pouvoir. La stabilité, ici, ne résulte pas d'un ordre imposé, mais d'une anticipation qui frôle l'art politique. Les autorités n'ont pas simplement éteint une crise, elles l'ont disséquée, révélée, piégée, rompant la spirale où l'Afrique de l'Ouest encaisse sans jamais devancer la menace. Pour la première fois, le Burkina Faso n'a pas seulement résisté, il a imposé ses propres codes. Ce moment est un seuil. Refuser le scénario attendu, c'est risquer l'isolement, mais aussi ouvrir la voie à une souveraineté authentique, reconnue par les citoyens et par les pairs. Ce n'est plus la loi du plus fort, c'est l'épreuve du plus lucide. Prenons l'exemple du Botswana, qui a construit sa stabilité sur la transparence et l'inclusion plutôt que sur la répression. Le Burkina Faso,
en choisissant la maîtrise de l'information et la vigilance partagée, s'inscrit dans cette même logique d'innovation politique. Laisser ce basculement se diluer dans l'oubli, ce serait manquer l'occasion de transformer l'exception en norme. Chaque tentative de déstabilisation, si elle est révélée et contrée, devient alors un pas de plus vers une Afrique qui choisit son équilibre, qui s'impose par la cohérence et la transparence, non par la force brute. L'indépendance n'est jamais acquise. C'est une vigilance de chaque instant, un exercice de maturité. La confiance des citoyens, la réputation régionale, tout repose sur des silences pesés, des révélations stratégiques, sur la capacité à imposer le tempo plutôt qu'à le subir. Pour que cette victoire ne soit pas un feu de paille, il faudra des mesures concrètes, renforcer la formation des forces de sécurité, développer des programmes de sensibilisation à la désinformation, créer des cellules de veille citoyenne dans chaque quartier et encourager la coopération régionale contre les menaces transfrontalières. Le Burkina Faso vient de prouver qu'il est possible de contenir sans réprimer, de gouverner sans vacarme, de rassurer sans fanfare. Cette victoire silencieuse contre la fragmentation donne le ton à toute la région. Elle défie le vieux préjugé selon lequel la stabilité africaine ne serait qu'illusion ou produit d'importation. Mais à l'instant où un scénario échoue, un autre s'échafaude déjà dans l'ombre. Refuser l'oubli, c'est accepter de se tenir prêt à affronter, demain, un défi plus discret, plus mouvant. C'est ne jamais baisser la garde, car chaque victoire de la vigilance façonne la souveraineté future. Au fond, la plus grande leçon de cette nuit de janvier n'est pas que le danger a été écarté, mais que la maturité collective, la discipline et la lucidité peuvent, ensemble, écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. Le Burkina Faso a tourné le dos à la fatalité, et c'est dans ce silence maîtrisé que s'est forgée la promesse d'un avenir souverain, vigilant et résolument lucide.